Quel week-end chargé, Bellator Paris, Usyk Fury, un UFC avec un Français en Oumar Sy, on en oublie presque l'AEF et l'événement de grappling avec BSD. Bref, nous on va se concentrer sur les 3 premiers cités et on vous pondre un petit récap à froid avec Brian et ce sera après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, on va faire les bâtards, on va finir par Cédric Doumbé pour que les gens regardent la vidéo le plus longtemps possible et ça c'est bon pour les stats. Voilà, comme ça on est transparent. Commençons par l'UFC, si ça te va Brian. Ouais, ça me va très bien. Et par la prestation d'Oumar Sy tout simplement. Donc on avait analysé ensemble ce qui était précédemment prévu, son combat contre Trocoli, qui entre-temps est tombé à l'eau. Il a pris Tukos en short notice. Bon, qu'as-tu pensé du combat de manière générale? Alors, sur le moment, en regardant en direct, je trouvais la prestation d'Oumar Sy assez impressionnante. Tu vois. Je trouvais ça très très propre, très efficace. Rien à dire. Et puis j'ai regardé à nouveau le combat ce matin pour avoir quand même un peu plus de choses à dire. Et voilà, j'ai mis des points positifs, des points négatifs. Ah, bien. C'est ça qu'on veut. Toi, tu en as pensé quoi? Alors moi j'ai regardé qu'une fois sur le direct. Y a rien à dire. Tu vois, tu fais un début, l'autre ne fait rien du tout. Mais voilà, dans l'ensemble c'est une victoire sans appel comme on dit. Hein. C'est un no match. Donc je me penche quand même du côté très positif sur la prestation. Ouais, bah écoute, oui, moi je t'avoue que clairement, pour moi, d'un côté, il y avait quasi pas d'erreur enfin, j'ai quasi vu aucune erreur de la part d'Oumar Sy sur ce qu'il a fait. Par contre, de l'autre côté, son adversaire, j'étais choqué par le niveau, quoi. Mais ouais, en fait, c'était plus que faible. Je sais même pas comment il est arrivé à ce record-là, hein, tu vois. Parce qu'il y a des erreurs partout, tout le temps. C'est une catastrophe. Hein. J'avais fait une analyse solo là pour le changement d'adversaire et en le regardant, j'avais été vraiment choqué de voir qu'il était ceinture noire. Ah non, mais c'est vraiment dans ces autres combats, j'étais là, mais non. Et après, du coup, je me suis renseigné plus loin, tu vois, je me suis dit, ok, on sait très bien quand jiu-jitsu, ceinture noire n'est pas ceinture noire partout. Enfin, ça n'a pas la même valeur partout. Donc, je me suis renseigné sur qui lui a donné et c'est un Gracie quand même. Donc, j'étais. Ouais, mais Gracie, il faut savoir qu'il y a un système. Gracie, il y a un système financier, tu vois. Apparemment, ça coûte très très cher de pouvoir être un Gracie Barra. Et après, tu payes pour obtenir tes trucs. Enfin, c'est un business. Donc, moi, Gracie, c'est intéressant pour ceux qui commencent, parce que tu vas vraiment un système d'apprentissage établi, un peu pédagogique comme ça. Mais par contre, en termes de ceinture ou d'être une enseigne Gracie, il faut juste allonger l'argent, tu vois. Pour moi, c'est très très loin d'être un truc de compétence. Clairement. Ça me semblait être le cas. Ah c'est ouais, ce que j'avais dit. Il y avait certains dangers, mais son sol ne m'avait pas du tout impressionné sur les séquences qu'on avait pu voir dans ses derniers combats, quoi. Donc, et là, force est de constater que c'est un peu la même, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué. Alors, comme je te dis, en direct, tu regardes, tu fais pas trop attention, tu regardes. Moi, j'ai surtout regardé ce que faisait Oumar Sy, ses placements et tout. Puis en regardant une deuxième fois, là, je me suis dit, c'est catastrophique, quoi, tu vois, c'était l'adversité. Alors, moi, dans les points positifs, quand même, que j'ai noté, c'est que Oumar Sy arrive, il y a une vraie gestion de la pression. Parce que ça reste quand même son premier combat à l'UFC. Ouais. Malgré que ce soit un no-match, faut quand même l'assumer, tu vois. Pour moi, il était réellement confiant dans ses capacités. Il est allé directement là où il souhaitait aller. Donc, il n'y a pas eu de tergiversation ou la volonté de prouver quelque chose, tu vois. Ouais, et ça, c'est très bien. Ça, c'est des très très bons indicateurs. Pour moi, c'est très positif. Sur son positionnement en grappling, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je trouvais que c'était vraiment
bien effectué. Si sa position commençait à être en train d'être perdue ou sa soumission était un peu mal placée, il privilégiait sa position plutôt que de vouloir à tout prix soumettre. Ses placements de tête dans le dos, enfin tout, il y avait le two-on-one, les contrôles de bras, il n'y avait rien à dire, quoi, tu vois. Vraiment rien à dire. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, bah, forcément, sur les aspects négatifs, pour moi, j'ai quelques réponses, mais on verra sur les prochains combats face à une adversité un peu plus importante, tu vois. Voilà. Oui, toujours difficile Enfin, impossible en fait, impossible de juger ce que ça vaut contre du bien meilleur niveau. Oui, bah comme je te dis, tu vois quand même certains points qui sont très positifs, notamment sur ses placements. Et donc ça montre quand même qu'il y a un vrai niveau au sol. Et c'est pas juste une ceinture bleue ou même une ceinture violette. Pour moi, enfin, quand tu vois comment il a maîtrisé une soi-disant ceinture noire, tu vois. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à voir. Parce que tu peux avoir un record avec plein de soumissions et puis au final avoir un niveau de ceinture bleue et avoir soumis que des blanches, tu vois. Ouais. Et de l'autre côté, avoir un peu moins de soumissions, mais faire un taf très très propre. Ouais, c'est ça. Limite, en général, en MMA, quand tu as une différence de niveau en jiu-jitsu, genre tu as une bleue contre une noire ou une violette contre une noire, si la violette veut faire quelque chose contre la noire, c'est plus avec ce qui est spécifique au MMA. Mais ici, dans ce combat où Marcy, il n'a pas spécialement utilisé ce qui était spécifique en MMA, il a vraiment grapplé contre une supposée ceinture noire et il l'a dominé dans cet aspect-là. Donc, c'est effectivement, ça reste un bon indicateur. Ah ouais, très très bon indicateur. Très bon indicateur. Et puis ouais, sur son sol, son contrôle de dos, prendre de la distance pour frapper, se placer correctement pour soumettre, aller chercher la soumission, parce que... Alors, moi, c'est vraiment des points qui sont importants, que l'on retrouve en MMA. C'est pas forcément chercher à passer sous le menton, le bras, tu vois. Ouais. Tu peux aller sur un neck crank, tu peux aller avec toute la pression qu'il peut y avoir, ça vient quand même écraser tes artères. Tu peux soumettre avec le bras, même si tu as encore un peu le menton. Et ça, pour moi, c'est des choses importantes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui allait plus loin à l'entraînement et qui sait ce qui passe et ce qui ne passe pas, tu vois. Il était bien placé dans le dos, il avait encore le menton, il a fait sa soumission, il l'a obtenu. Alors qu'à un autre moment, on pourrait dire qu'il avait le bras sous le menton, il était mal placé, il a lâché sa position pour partir sur autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, enfin, bon, effectivement, j'étais crevé quand j'ai regardé le combat, mais à un moment, il tente un étranglement arrière en étant fort sur le côté, non? Ouais. Et puis, mais ça arrive, hein, c'est l'adversaire qui défend, mais il n'a pas perdu sa position. Mais c'est ça, il lâche au bon moment, parce que tu en as beaucoup qui se seraient dit je continue, et puis ils se retrouvent en dessous, et en fait, donc, au moment où il se rend compte qu'il a plus l'angle. Ouais. Pour moi, ça, c'est pas des erreurs, tu vois, c'est des choses avancées. Ouais. Quelqu'un qui est pas avancé, il va s'obstiner jusqu'à, tu vois, il y a une frontière à pas dépasser, tu vois. Dès que tu passes de l'autre côté de la frontière, l'adversaire se retourne, tu perds ta position, tu perds ou tu ne perds pas ta position, mais tu vas te fatiguer, tu vois, à devoir revenir dessus. Il va y avoir un scramble qui est un peu dangereux. Lui, il ne passe pas la frontière, il se replace et il continue son travail. Donc pour moi, ça montre des indicateurs très positifs, tu vois. Ouais. Ah bah, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, oui, je pense. Ouais. C'est une de mes questions suivantes, c'est de demander si c'était prometteur pour la suite, mais je pense que ça l'est. Alors, oui, c'est toujours très tôt pour le dire. Évidemment, il a qu'un seul combat à l'UFC, mais au point où on en est, ça reste très prometteur. Et surtout, alors, il faut contextualiser, c'est très prometteur, surtout pour la catégorie. Ouais. Même prestation dans une catégorie inférieure, bon, on n'aurait pas assez d'indicateurs. Mais en light heavyweight, clairement, c'est très très intéressant et c'est prometteur. Et du coup, évidemment, la question très importante, c'est retour UFC Paris. C'est une bonne timeline selon toi, en sachant que c'est dans 4 mois et 1 semaine. C'est un peu loin, hein. Toi, tu le verrais revenir plus tôt? Ah, franchement, ouais, clairement. Ok. Bah, tu vois, franchement, si l'UFC a envie de commencer à monter des personnes dans cette catégorie relativement faible, tu lui remets un combat, entre guillemets, un no match légèrement supérieur dans 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Comme ça avait fait avec Khamzat Chimaev, tu vois. Ouais.
Quand Ouais, tu as des... Khamzat, c'était 8 jours après. Non, 6 jours Ouais, mais après, je pense. Mais... tu vois un peu le principe. Quand Ouais. tu as un gars, tu sais qu'il a un peu plus de niveau, tu le fais monter sur plusieurs combats rapidement, qu'il prenne ses marques, tout soit bien Ouais. organisé. C'est ce qu'ils pensaient avec Despeigne aussi. Ils ont déjà fait l'erreur dans l'autre. Enfin, tu vois, ils ont déjà fait aussi l'erreur dans l'autre Non, mais sens, en Despeigne, mode. ils lui ont mis, tu vois, c'est... Ouais, ben c'est toujours pareil. T'as une part de risque quand même. Ouais. T'as toujours une part de risque. Mais pour moi, je le verrais bien faire un combat rapidement et... Ah, toi, tu ferais une montée en mode s'il combat de manière active, alors son nom va commencer à être discuté de plus en Bah, plus, bien quoi. sûr, ouais. Un Ouais. combat dans 2 mois et puis septembre, tu vois, un combat de chauve dans 2 mois et puis septembre à Ah, Paris. tu ferais les deux, ok. Donc tu Ah bah, prendrais le pourquoi risque de pas. faire dans 2 mois et puis de le retrouver à nouveau Bah, à si l'UFC tu... Paris, quoi. Mhm. Pour moi, il est encore trop mûr pour que le grand public ait un intérêt, enfin, l'exploiter pour l'UFC Paris, tu vois. Il est pas encore assez connu. À l'international, ouais. À bah, même au Ouais, national. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, Ouais, les vues, ça allait sur notre chaîne, sur les analyses de son combat. Après, c'est peut-être parce qu'on était parmi les seuls à le faire. Je sais pas. oui, peut-être, mais moi je pense que un deuxième combat, une belle domination, boum, là ça va vraiment décoller. Et Mhm. ah oui, ça je pense, hein. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, j'étais en mode, il est encore jeune et jeune dans sa carrière, donc il n'a pas besoin de brûler les étapes. Mais c'est vrai que si c'est un combat très favorable qu'on lui donne dans 2 mois, Oui. alors pourquoi pas, ouais. Les Mais deux, c'est toujours pareil, hein. C'est un combat comme il vient de faire, t'en fais un tous les 3 semaines, hein. c'est vrai. C'est vrai. Selon la difficulté, il faut considérer aussi la déshydratation. Selon le, voilà, si tu as du mal à faire le poids, tu vas pas en faire toutes les 3 semaines, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais moi je pense que, enfin, je pense que ça pourrait être une stratégie intéressante, tu vois. Ouais. Dans une Ouais. catégorie qui est relativement faible. Ouais, il faut construire des nouveaux noms, ça c'est sûr et certain. Et l'activité contribue très très bien à Mm, ça. mm, mm. Ouais. Parfait. Bon, en main event, on avait Murphy contre Barboza. J'ai trouvé Murphy très très solide. Et à la fois, j'ai senti un Barboza qui est un peu lent dès le début et fatigué très tôt dans le combat. Alors, j'ai pas envie d'enlever du crédit à une belle performance de l'anglais, mais j'ai quand même te lancer sur cette question. Est-ce que tu penses que Barboza, ça sent la fin pour lui? Moi, c'est Murphy que j'ai trouvé relativement lent sur les kicks. Comparativement ou Ah bah ouais, franchement, ouais, c'est ouais. les kicks et tout, c'était... Ouais. Ça allait pas bien vite, quoi. Mais Non, et bah, c'est le pas... gros de sa performance, c'est son anglaise, hein, je trouve. Voilà, ouais, ouais. Ouais. Non, non. Écoute, moi, j'essaie de voir toujours un peu... J'aime pas du tout les analyses après combat. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que si? Euh, Non, je pense que parce que ça enlève clairement du crédit à Murphy. Et sur ce combat-là, je ne pense pas que ce soit genre la fin de carrière ou l'âge ou des trucs comme ça. Je pense que Liron Murphy est arrivé bien préparé avec un bon game plan. On en avait parlé, les Anglais, je te l'avais dit, hein, les Anglais Ouais. arrivent et moi, je les trouve toujours très bien préparés. Ouais. Effectivement, ça arrive que tu aies des exceptions et des personnes qui font des mauvais choix. Mais la plupart du temps, je trouve qu'ils sont bien préparés. Techniquement, ils sont carrés, vraiment carrés. Et je l'ai trouvé, Liron Murphy, très carré sur sa prestation, très appliqué. Et Edson Barboza, je pense que la raison pour laquelle il n'a jamais été... il est toujours resté à un certain plafond de verre, c'est notamment pour ça. C'est qu'il vient juste avec ses qualités, mais sans avoir de game plan, tu vois. Ouais. Et là, sur ce combat-là, moi, je trouvais qu'on avait voilà, un combat relativement serré sur le papier, mais avec un Barboza qui a quand même beaucoup de contenu sur lui Mhm. et qui est arrivé, qui a fait comme il fait d'habitude, tu vois. Les mêmes choses, chercher à placer le kick, chercher à travailler au corps. Il n'y a pas d'évolution, en fait, sur son jeu. Il continue à Non. prendre les jabs dans son nez. Et quand il en prend un pendant 7 secondes, il fait des mouvements de tête proactifs et puis il oublie de les Et refaire. puis il oublie, enfin, Ouais. tu vois, il y a zéro évolution sur son style, tu vois. Mhm. Donc pour moi, il y a pas de, c'est un portier, c'est un combattant. Il y en a régulièrement des combattants qui arrivent à un plafond de verre, qui le dépassent pas, parce que bon, ils ont pas envie, hein, ils combattent tous les 2-3 mois, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, mais ils ont leur salaire. Et puis bah, ils font juste le tri
de nouveaux combattants qui arrivent, c'est simple. Et l'UFC, en fait, sur ces matchmaking, c'est un petit peu... inconsciemment, c'est simple. Soit tu fais un combat bien préparé, et tu passes et tu nous montres que tu as le niveau pour aller te taper avec le top, soit tu viens au talent, et ça va pas passer, mon ami, tu vois. J'aime bien ce que tu dis. Parce que ça correspond typiquement à Yanez et Youssouf contre Barboza. Exactement. Ça me faisait penser à Yanez. J'allais te relancer là-dessus. Yanez qui arrive, c'était contre Font, c'est ça, hein? Ouais. Rob Font. Bah voilà, Yanez t'arrive, Rob Font, c'est simple. Son jeu, c'est toujours la même chose. Il va pas trop changer. Il tape fort. Si tu fais ton malin avec lui, il va te coucher. Et voilà, il a voulu faire son malin. Il s'est fait coucher, tu vois. Ouais. Youssouf, c'est la même chose. Et donc, tu tries comme ça. Et c'est une vraie leçon de la réalité. Et on l'a plein de fois, des combats comme ça qui sont serrés avec des portiers ou des anciens. Et ils stoppent tous ceux qui veulent y aller au talent. Et bah forcément, ceux qui sont talentueux et sont appliqués à suivre un game plan et à respecter l'adversité, eh bien, ils passent de l'autre côté et ils vont côtoyer le top, tu vois. J'aime bien parce que ça rejoint ce dont j'ai parlé dans le dernier récap avec Aldric, hein, sur la pyramide dont parle Georges Saint-Pierre, où au top, pour faire la différence entre bon et champion, ou très bon et champion, c'est la phase tactique. Ouais. Donc à un moment, tout le monde a des compétences athlétiques. À un moment, tout le monde a le deuxième niveau qui est les aptitudes techniques et la compréhension de la mécanique dans le sport. Et puis, ce qui va faire la différence vraiment dans le top, c'est tout ce qui est l'approche tactique, l'approche stratégique du sport. Et là, typiquement, c'est un très bon reflet de ça. Ceci étant dit, maintenant, pour Barboza, à la place de son manager, je serais plus en mode, OK, on va arrêter de prendre des jeunes affamés et on va finir ta carrière sur des combats fun avec des noms comme le tien. Et peut-être même remonter en lightweight, tu vois, en me disant, voilà, maintenant, il faut commencer à penser à ta santé, tu vois. Genre, s'il monte en lightweight, il y a des Jim Miller, il y a des Michael Johnson, il y a des Lando Vannata, il y a des Jay Herbert. Il y a plein de noms qui seraient des combats fun pour lui. Et je pense que ici, ça montre, même s'il a gagné 2 fois contre des jeunes affamés, il a fait beaucoup de guerres, tu vois. Il a fait beaucoup de guerres. Il faut commencer à penser santé pour lui, je trouve. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Chris. Mais enfin, voilà. Je pense pas que lui n'a pas évolué sur son jeu. Je pense pas que son manager va évoluer maintenant, tu vois. Donc ça reste. Et je pense qu'ils font partie d'un système qu'ils ont accepté. L'UFC pour l'instant fait du championnat et tu dois rester classé entre guillemets et c'est toujours des combats en fonction de ton classement. Ouais. Ils n'ont pas une sorte de super fight sur les côtés. Ils n'ont pas, on va dire, de manière officielle, tu vois, dans lequel ils pourraient se ranger et avoir des combats fun. Mais après, voilà, si c'était un bon manager, peut-être qu'il dirait, voilà, moi j'aimerais qu'on arrête de parler de classement et qu'on se concentre sur les super fights, des combats fun pour le public et tout. J'espère qu'un jour ça sera ça, parce que je pense que c'est le mieux pour ce genre de combattants qui ont encore du spectacle à donner. Ouais. Et voilà. Et je crois que l'UFC a quelque chose. Bon, alors, effectivement, l'UFC, c'est un championnat de base, donc c'est priorité à faire monter des gars et à trouver un chemin vers les sommets pour les jeunes talents, comme Liron Murphy. Mais ils ont aussi un intérêt à plaire à leur public qui est là juste pour le divertissement. Et il faut aussi se rendre compte qu'il y a un public qui n'est pas spécialement là pour découvrir les combattants qui montent, etc., et qui sont plus là pour des Fight of the Night et ce genre de choses. Et je pense qu'avec Barboza, il y a quelque chose aussi à faire sur ces championnats-là. On en a déjà parlé sur le podcast, mais voilà, enlever certains combattants de cette route du championnat et les faire combattre les uns contre les autres. Voilà, un Barboza contre un Lando Vannata, moi je pense que ça serait très fun à regarder, tu vois. Ce serait très fun à regarder. Aucun des deux ne va monter. Et au final, l'UFC peut aussi construire comme ça à moitié en disant Barboza, maintenant, il a besoin d'une victoire pour pouvoir mieux faire monter quelqu'un par la suite. Et donc, il pourrait au moins faire une transition vers un combat un peu plus fun. Et justement, en disant, OK, le vainqueur Barboza contre Vannata, on le mettra contre un Nathaniel Wood ou un truc comme ça, s'il y a un retour en featherweight, par exemple. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a le combattant qui peut aussi, entre guillemets, faire ses choix dans le sens où peut-être que Barboza, il se dit encore qu'il peut... il veut rester dans le top le plus longtemps possible, tu vois. Prendre sa revanche contre Tony Ferguson. Enfin, dans tous les cas, moi, on va revenir sur Murphy. Hein. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'était vraiment très efficace,
ouais, vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé la prestation. J'ai beaucoup aimé comment il a commencé à incorporer de la lutte c'est à partir du deuxième, je pense. Déjà à partir du deuxième, ouais. Voilà. Et sur le scoring, par contre, j'étais un tout petit peu étonné. C'était quoi le scoring? C'était toi, Il y a un t'avais combien? 40... il y avait un 49-46 pour... Il y avait un 50. Il y avait deux. Non. Et 2,50-45, il me semble. Il n'y a personne qui donne de 18 sur ce combat. Si. Attends. Non, il me semble. Ah Attends, non, t'as raison. Non, j'allais je vérifier pour confonds. être sûr, Non, mais t'as raison. il me semble que c'est Non, il n'y a 40... pas. Ouais, c'est ça, 49-46, 50-45, 50-45. Moi, j'avais un 49-46 et j'étais étonné d'ailleurs qu'il n'y ait Ouais, moi qu'un aussi. seul juge qui a un 49-46, tu vois. Ouais, parce que c'est un KO sur la fin du premier round, c'est un KO. Et le travail de Liron Murphy sur le début du round n'était pas suffisant que pour surclasser cette fin de premier round. Mais ça sera... Ça m'a fait penser à quelque chose, tu vois, parce qu'on a parlé, hein, qu'on a les 3 points de vue des juges, et en fonction d'où tu es placé, si tu es en face, tu vois, si tu es en face du juge qui a mis 49-46 et qui voit le KO et que les deux autres sont de dos, il voit pas qu'il a été touché, qu'il tombe dans la garde un peu assommé. Ouais. Et j'étais en train de penser à ça, parce qu'entre guillemets, ça pourrait être vu comme un défaut, tu vois. Ouais, mais je souris parce que ça fait un petit spoiler alerte sur Magomedov contre Mix, parce qu'on va en parler. Oh, ouais, mais là, non, c'est autre chose encore. Non, mais c'est parce que justement, moi j'étais sur place et puis j'ai revu le combat caméra et ça change. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais en train de me dire, pour contrer ça, tu peux pas te permettre d'obtenir un round sur un seul moment fort. Oui. Sur un seul moment fort, c'est le risque que ce moment fort ne soit vu que par un seul juge et que tu perdes quand même ton round. Et donc, tu es obligé d'avoir, entre guillemets, 2 moments forts à 2 endroits de la cage, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais écoute, c'est une réflexion, en tout cas pour les combattants et pour les coachs, où je me suis dit, comment tu peux gérer le fait, on va pas changer les règles, tu vois, de 3 points de vue. Tu peux pas te permettre d'avoir un seul moment fort. Et je me suis dit, bah ouais, effectivement, un seul moment fort, tu peux pas venir pleurer après. C'est pas assez. C'est vrai, mais c'est ça, c'est ta responsabilité. C'est trop risqué, on va dire. En fait, c'est ça, ta responsabilité en tant que combattant, si tu vas à la décision, c'est d'être suffisamment convaincant que pour qu'il n'y ait aucun doute. Et dans ce genre de round, sur le premier, tu mets du doute parce que c'est relativement serré, tu prends à l'avantage et puis tu as un moment fort et ça suffit pas. Si on avait une sorte de juge omniscient qui voit tous les angles, il y a pas de doute sur le premier round. Mais en fait, quand tu fais un sport, tu dois t'adapter aux règles du sport. Tu peux pas râler sur les règles existantes. Non, mais c'est quand même une compréhension des règles. C'est-à-dire que 100% le premier round, pour moi, il doit être donné à Barboza. Mais comme c'est un jugement d'angle de vue, tu ne peux être sûr que tous les juges t'aient vu si tu as deux angles, tu as mis 2 moments plus importants, entre guillemets, en fonction que tout le monde ait au moins vu un moment important. Ouais, c'est clair. Ou alors, c'est ça. Ou alors tu dois t'assurer que ce que tu as fait, tous les juges le voient. Parce que là, effectivement, c'est une séquence où il tombe sur toi. Tu mets un que 2 juges le voient sur 3. Voilà, tu mets un gros check hook debout. Ça touche la pointe du menton, le mec il tombe knockdown. Bon, là les 3 juges le voient. Mais par contre, on peut aussi parler de ça. C'est Cédric Doumbé. Ouais, voilà, Cédric Doumbé. Et tu sais pas en live, tu sais pas si c'est un knockdown ou s'il glisse. Et donc peut-être que des juges étaient partis sur lui. C'est en fonction de la visibilité de 2 juges, pas de 3. Ouais. Tu mets un crochet et le gars tombe, mais la juge est pile poil derrière toi, il voit pas qu'il y a eu un drop. Eh bien, il peut pas le noter. Par contre, les 2 autres qui sont au coin opposé, ils le verront. Ouais. Donc là, c'est bon. Ouais. Mais c'est pour ça. On en avait parlé, tu vois, que l'idée de Joe Rogan là-dessus est très intéressante, c'est d'avoir 2 juges supplémentaires backstage sans son avec les angles de caméra. Mais bon, ça c'est un autre débat parce que ça c'est vraiment changer ce qu'est le sport aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je te parle de adapter en tant que combattant, en tant que coach, exactement, pour pouvoir être sûr de prendre ses rounds. Et on en parlera effectivement avec Mix, mais pour moi on va en parler. Ouais, ça va. On tient le point et on avance. En tout cas, belle performance de Liron Murphy. Très hâte de le revoir parce que je l'ai pas dit pendant la preview, mais Liron Murphy, je le vois un peu comme Arnold Allen. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très fort, mais personne n'en parle parce qu'il n'est pas assez actif. Et en fait, ça rejoint le point que tu as dit avec Oumar Sy juste avant. C'est si tu n'es pas assez actif, tu montes pas non plus. Enfin, ton nom n'est pas retenu par les gens. Et Liron Murphy, dernier point, 5 rounds. Ça aussi, c'était quelque chose de très important.
Ouais, 5 Ça, rounds et il est c'est. très bon dans le cinquième aussi. Mm. Ouais, à retenir, vraiment. Passons à la boxe. Enfin, on va faire notre Ok. petit détour sur la boxe maintenant. Ça a été très bien couvert par Kabir et Dylan et ça va être encore couvert plus en détail par eux deux sur de nouvelles vidéos. Donc, on vous confirme, pour ceux qui ont suivi leur récap, qu'ils vont faire une vidéo analyse technique avec quelques images à l'appui, celle auxquelles on a accès. Mais je voulais quand même t'en parler parce que je suis curieux d'avoir ton avis sur 2 points particulièrement. Le premier, le scoring, et le deuxième, ce que tu as particulièrement, toi, aimé dans ce combat. Et donc, j'aimerais qu'on commence justement par ce que tu as aimé dans ce combat. Bon, apparemment, il faut dire match en boxe. Un match de boxe, c'est pas un combat de boxe. Donc, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Euh, Alors, je sais pas de quelle manière je vais tourner ça, mais voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'après la victoire d'Usyk, tout le monde a dit le GOAT, tu vois, genre incontesté, c'est vraiment le numéro 1 et tout le bazar. On avait quand même un combat très très serré. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que à la fin de ce combat-là, tu vois, on doit toujours décider un vainqueur, un perdant. Mhm. Mais pour moi, ça a juste montré que les deux sont le top du top, tu vois. Ouais. C'est le top du top, c'est-à-dire que c'était vraiment. On va revenir sur le scoring, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat, mais on est vraiment sur des niveaux qui sont quasi similaires, où ça se joue à très très peu. Et, Mhm. et donc voilà, donc ce que j'ai aimé au-delà de ça, c'est que ça montre qu'il y a des athlètes qui sont vraiment, enfin voilà, une sorte de combat où c'est extrêmement proche, tu vois. Ouais, et est-ce que, parce que moi j'en parle souvent, un truc que j'aime bien en boxe, c'est les 12 rounds. Sur l'aspect justement stratégie, sur l'aspect, il y a tellement de retournements qui peuvent se produire sur 12 rounds, et ça, c'est typiquement ce qui s'est passé ici. T'as un Usyk qui prend le début, Fury qui commence à prendre l'ascendant, et puis il y a un gros retournement de situation, et Usyk qui prend la fin. Et je trouve ça agréable à Bah, regarder. Tu vois, il y a plus ce cheminement, je trouve que. ouais, moi j'ai pas eu cette lecture-là, je t'avoue. Hein. Je peux l'entendre, mais pour moi, Usyk prend le début, prend l'ascendant, il laisse un peu plus d'espace et récupère sur les rounds suivants, et puis il finit plus fort, tu vois. Ouais, mais je trouve Pour- justement qu'en boxe anglaise, c'est un peu plus ce truc de gestion de combat sur Oui, sur ouais, la ouais. durée, tu vois, que j'apprécie énormément. Mais pour moi, c'est pas forcément un retournement. J'ai eu l'impression plus que c'était Usyk qui gérait mieux ses rounds, tu vois. Ah ouais, Tu vois, qui prend ses premiers rounds, qui impose vraiment de la distance, il récupère, il laisse passer quelques rounds, puis il finit plus fort et il l'emporte comme ça, tu vois. moi, je trouve que c'est Fury qui. Enfin, voilà. J'aime bien aussi mettre un maximum de crédit sur ce que font les combattants. Et combattants, on peut pas dire en boxe, les boxeurs. Et je trouve que Fury fait un bon ajustement à partir du 4e round. Il trouve vraiment son uppercut arrière. Et ça perturbe énormément Usyk. D'ailleurs, il y a un moment où peut-être que Fury peut râler un peu sur lui-même d'avoir pas assez accéléré quand il avait vraiment touché Usyk. Je crois que c'était dans la 5e ou 6e reprise. Mhm. Il y a toujours ce truc aussi en boxe, hein, sur 12 rounds, tu vois, tu connectes bien ton adversaire sur le 4e, sur le 5e. Est-ce que tu Mhm. accélères au risque de te brûler si tu n'arrives pas à le finaliser, ou est-ce que tu dis, ok, c'est bon, Mhm. ce round-ci, je le prends, du coup, je ralentis parce que j'ai confiance sur la suite. Alors, moi, j'avais bien aimé ce combat Ouais. pour 3 raisons principales. Mhm. La première, c'est qu'on a eu un Tyson Fury très bien préparé, je trouve. Son jab en garde ouverte était très bon. Son uppercut arrière était bien préparé, que ce soit au corps ou à la tête. Il a cherché à beaucoup travailler le corps d'Usyk. On savait que c'était sa faiblesse. Et à jouer de ses 18 kilos d'écart au corps à corps. Donc, je l'ai trouvé bien préparé. Du côté d'Usyk, j'ai trouvé très agréable de regarder sa lucidité, sa confiance sur son game plan. Tu vois, il a pas stressé à un moment du combat, il a pas changé ce qu'il était, il a combattu comme il combat d'habitude, malgré qu'à un moment, ben, clairement, le combat allait plus dans le sens de Fury, et puis le jusqu'au boutisme des deux. Les deux ont montré qu'ils voulaient chercher ce 12e round à tout prix, et j'ai trouvé ça beau à voir. Ah ouais. Bah écoute, ouais. Moi je t'avoue que je trouvais qu'entre les deux, euh, moi je trouvais que Usyk en voulait un peu plus, tu vois. Pour moi, il cherchait vraiment la victoire, il cherchait même sur son langage corporel, tu vois, Ouais. dès le départ. Et je trouvais que Fury était plus à gérer la victoire, tu vois. Mhm. Et ouais. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup aimé la prestation de Usyk, hein, personnellement. Ouais. Je trouvais que le travail au corps, le direct au corps, remonter avec le crochet, de casser la distance. Moi, j'ai eu l'impression, après, tu as peut-être raison, hein, peut-être que Fury a trouvé plus d'ouverture, mais quand tu as quelqu'un qui boxe moins, bah, forcément, il y a plus d'ouverture, tu vois. Ouais, J'ai eu ouais, cette ouais. Après, impression-là. Après, de savoir
Le pourquoi? C'est toujours de la C'est quoi spéculation, quoi. l'expression, la poule ou l'œuf, tu vois, entre Ah, guillemets. l'œuf ou la poule, ouais. L'œuf ou la poule, tu vois. En tout cas, voilà. Et sur le scoring, j'ai scoré Usyk, hein, personnellement. Mhm. Et après, voilà, pour moi, c'est un peu plus compliqué de scorer des combats de boxe Ouais. parce que c'est pas du tout. Je trouve que c'est vraiment pas du tout la même chose. Non, c'est moins clair, hein. C'est plus une zone grise. Je trouve que c'est encore plus une zone d'ombre, une zone grise en boxe qu'en MMA. Parce que après Ngannou contre Fury, je m'étais fort renseigné sur le scoring en boxe anglaise. Mm. Il n'y a pas de source sûre. Et par exemple, sur le site de la WBC, tu vas trouver 2 documents différents avec Des critères. des critères différents. Mm. Et t'es un peu, franchement, t'es un peu perdu et c'est à se poser des questions si c'est volontaire ou non. Mais je vais pas Ouais. rentrer dans un débat Bah, complotiste. c'est vraiment une question de jugement, hein. Là, on est. Ouais, C'est un jugement très général. ouais. Et voilà, moi personnellement, en termes de jugement, au-delà de. Les deux étaient très très compétents, mais je trouvais que Usyk était un peu plus. On voulait un petit peu plus, tu vois. Et je Ouais. pense que ça joue. Je pense que ça a joué notamment sur les juges. L'attitude doit jouer, hein. Moi, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui ont peut-être écouté ce podcast en ayant leur scoring. Moi, la façon dont j'y ai scoré, c'est R1 et R2 clairement pour Usyk. Mhm. Le round 3, je le trouvais serré, je le donnais à Fury. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont me tirer dessus pour ça, mais voilà, il est serré. Moi, je penchais Fury. Je sais que certains vont plutôt pencher Usyk. Mhm. 4-7, indiscutable pour Fury. 8, indiscutable pour Usyk. Le 9, c'est indiscutablement un 10-8 pour Usyk. 10 et 11 pour Usyk et 12 serré Usyk. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me tirer dessus puisqu'ils vont dire serré plutôt Fury. Donc moi, j'avais 115, 112 pour Usyk, à l'image de un des 3 juges. J'entendais vraiment le 114, 113 pour Usyk. Et Mais tu voyais pas Fury. très difficile d'argumenter pour Fury pour moi. En fait, Ok, ouais, ça va. si tu vois Fury dessus, ça veut dire que vraiment tous les rounds un peu serrés, tu les donnes à Fury. Et ça veut dire que tu donnes le 3, le 12 et encore un autre à Fury, quoi. Et le 1? Et alors le 1 ou le 2? C'est un peu t'es- chaud quand même. Mais donc, ouais, voilà, peut-être qu'il y a un argument à faire, mais. Et encore une fois, le juge, enfin, tu vois, c'est peut-être ça en fait qui a fait le 114, 113 pour Fury, c'est que tu as un juge, tu as un angle, et il y a peut-être certaines actions que. Voilà, il y a peut-être certains cross au corps ou cross à la tête de Usyk que tu voyais pas, que ce juge-là n'a pas vu sur certains rounds serrés, et par conséquent, il a mieux vu les uppercuts de Fury ou les jabs de Fury lui semblaient plus percutants, peu importe, mais voilà, ok. Je pense qu'on a fait un beau tour. Il y aura une revanche, hein. A priori, oui. Donc, il y avait une clause de revanche d'un côté comme de l'autre. Et a priori, Fury est parti pour la déclencher. Donc, s'il la déclenche, ce sera en octobre. Il a intérêt, hein. Parce que pour moi, il y a une carte à jouer, ouais. Ah oui, clairement. Moi, j'ai hâte de voir, hein. J'aimerais voir les revanches immédiates. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans. Moi, je suis archi fan pour. Voilà, les deux ne vont pas évoluer face à un autre adversaire entre temps. Voilà, les deux vont être en focus. Je combats à nouveau contre lui. Moi, j'ai gagné, mais qu'est-ce que je peux encore mieux faire pour m'assurer encore mieux la victoire? Et de l'autre côté, je pense que c'est Fury qui a le plus de marge pour s'améliorer. Ouais, je suis assez d'accord. Comme on était sur un combat serré, ouais, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Ouais, pareil, vraiment. Eh ben, tant qu'on parle de décision, on va passer maintenant sur le Bellator. Vous inquiétez pas, oui, on va parler de Cédric Doumbé, mais on va commencer par le combat principal. Main event du Bellator Paris. On a eu la revanche entre Patchy Mix et un challenger qui était très très bien préparé en Magomedov. Là aussi, on a eu un scoring qui fait débat. Donc pour info, le scoring c'était 49-46 pour Magomedov et puis 2 fois 48-47 pour le champion Patchy Mix qui a donc gardé sa ceinture. Je vais d'abord t'écouter avant de prendre mes notes aussi, parce que là j'ai noté sur mon téléphone et pas sur une note. Donc je retrouve mes notes et sont. Mais vas-y, voilà. C'est bon, je les ai. Vas-y, qu'est-ce que toi tu te donnes comme scoring? Enfin, ou bien tu peux faire round par round aussi pour peut-être. Je sais pas si t'as fonctionné comme ça sur tes notes. J'ai fait round par round, ouais. Bah vas-y, faisons-le ensemble. Alors le premier round. Moi j'avais Magomedov premier. Ouais, moi aussi. Très, très, très serré. Très serré, mais je crois que ça se joue dans la.
la fin, là, le Ouais. gros moment de Magomedov quand il reste 1 minute 20, un truc comme ça change la donne, mais vraiment de justesse pour moi. Parce De que justesse, oui. avant ça, Pachimix, c'était confortable, enfin, c'était compétitif, mais c'était confortablement à l'avantage de Mix. Avec les low kicks et tout, ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ça, on peut en parler parce que j'ai trouvé que pendant tout le combat, je crois qu'il y a entre 60 et 70% du temps où à chaque fois que Magomedov met un low kick, Pachimix en remet un juste derrière, plus puissant, Ouais, ouais, tout à fait. plus impactant. Et donc, Mm, mm. ça permet de non seulement équilibrer, mais chaque fois qu'il y a ce genre d'échange, c'est Pachimix qui rajoute dans sa banque. Je suis d'accord. Alors ici aussi, hein, sur le gros moment de Magomedov, parce que les 2 fois où Magomedov a un gros moment dans ce combat, c'est lui qui initie le clinch. Et je trouvais que c'était une erreur. Donc ok, premier round, on est d'accord. Très serré, mais Magomedov. Le deuxième round. Deuxième round, j'avais Magomedov aussi. Ah, moi j'ai mix. Moi je le trouve très 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 serré. Mais j'ai mix. Je trouve qu'il touche suffisamment pour rattraper le beau combo à la moitié du round de Magomedov. Donc je trouve que la frappe la plus significative du round, ça va à l'avantage de Magomedov, mais elle n'est pas suffisamment significative pour moi que pour rattraper la différence de volume qu'il y a eu entre les deux. Mais c'est extrêmement serré celui-là. Bah écoute, aux yeux des juges, ils étaient sur Magomedov. Deux juges voyaient Magomedov, un voyait Mix sur le 2. Ok. Et sur le 1, c'est quoi? C'est l'inverse. 2 voient Mix et 1 voit Magomedov. Non, 2 voient Magomedov. De nouveau. Ok. Ouais, ouais. 2-1 Magomedov, 2-1 Magomedov. Round 3e round. Ouais. C'est celui où je pense qu'il y a la guillotine, c'est ça? Qui était Ouais, bien. il y a la guillotine au début, mais c'est Et là il y où a- Magomedov a son très très gros moment aussi. En striking. En striking, ouais. C'est pas. Non. C'est pas au 3e où il y a le très gros moment. Hein. En striking? Ah. Si, c'est là. C'est pour ça que ce round est aussi de nouveau très compliqué à scorer. Moi, j'ai scoré Mix par contre. Ah, moi j'ai Magomedov ici. Faudrait que je Comme quoi, revoie. il était serré, hein. Faudrait que je revoie parce que pour moi, il y a des frappes assez puissantes. Il y a des frappes assez puissantes, mais rien d'ébranlable, tu vois. C'est pas sur le 3e. Faudrait que je vais Mais en regarder, fait, moi c'est sur le 4 où il y a Magomedov qui touche plusieurs fois bien au visage à différents moments du combat, mais c'est dans le 3 où on voit un Pachimix un tout petit peu vaciller. Ah ouais, faudrait que je regarde. Mais pour moi, ça devrait être clairement Magomedov Mix parce que cette guillotine, elle est très 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 proche, qu'elle a beaucoup impacté pendant les minutes qui ont suivi, et ce qui était pour moi moins le cas en striking. Mais bon. Ouais, et justement, de mon angle, parce qu'en fait moi le round 3 clairement en direct je le donne à Mix parce que je vois Magomedov dans la guillotine grimacer. À la caméra, on ne le voit pas. Et donc, vraiment, j'ai essayé de faire un reset pour scorer ici. Et à la caméra, en fait, sur l'angle, on peut considérer que c'est serré, mais peut-être que tu as un juge qui est sur un mauvais angle simplement et qui dit non, il sort sa tête relativement facilement après. Et voilà, donc je peux entendre le Magomedov. Et franchement, Magomedov, moi, j'ai ressenti son accélération vraiment percutante. Alors certes, juste après, tu as Mix qui, au clinch, met quelques coups de genoux au corps qui sont très percutants aussi. Donc ce round est vraiment compliqué. Les rounds sont vraiment compliqués. C'est pour ça, je pense qu'il y a aucun... Si je dis pas de bêtises, il n'y a aucun round où les 3 juges sont à 100% d'accord. Non, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. 4e round, tu dis quoi? Magomedov. Ouais, moi aussi. Très serré, mais Magomedov, il connecte bien à plusieurs moments. Mais il faut pas, encore une fois... il faut pas cracher sur le juge qui donne le round à Mix. Je pense qu'il y en a un qui le donne à Mix. Parce qu'il faut pas négliger les coups de genoux de Mix au clinch. Ils étaient très solides. Et donc, je pense qu'encore une fois, sur une question d'angle, tu peux dire je favorise davantage les genoux que les 3-4 moments où Magomedov connecte bien au visage. Et par contre, le round 5, c'est le plus facile à scorer, je trouve. Ah oui? Toi pas? Non. Non, je suis pas. Pas sûr. Ouais, alors moi j'ai mis Mix entre parenthèses, mais franchement. Moi j'avais Mix assez, que ce soit en live ou à la caméra, je trouvais que le volume parlait de lui-même sur le 5. Ouais. Je l'ai mis entre parenthèses, donc j'ai mis Mix, mais pour moi c'était pas. Je le trouvais assez serré, tu vois. Il fait pas grand chose, il bloque. Quand ça décroche, je trouve que Magomedov touche relativement bien, tu vois. Ouais. J'ai mis Mix, hein.
Ouais, il y avait chaque fois des arguments. Il y avait chaque fois des arguments. Et du coup, ton scoring final, c'est 48-47 Magomedov alors. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ben voilà. Alors, vous pouvez aller vérifier. Hein. En live, au commentary, j'ai dit j'ai 48-47 mix, mais je vois clairement l'inverse possible Ah ouais, t'as mis 48-47 mix? en live, en direct, de mon point de vue, Ah, t'avais le de là où round 2. j'étais. Comment t'avais... Je- Ah, en, ok, donc t'avais le... en live, je sais plus exactement round par round, parce que tu sais, t'es dans le feu de l'action, etc., etc. Mais j'avais 48-47 mix. Mais par contre, j'ai dit au micro, si c'est 48-47 Magomedov, je peux clairement l'entendre. C'est vraiment Et compétitif. t'avais quel round en live? Mais je sais plus. Je crois que en live, je crois que je donne 1, 2, 5 à mix, un truc comme ça. Le 2? 1, 2, 5 à mix. Et tu mets pas le 3 avec la guillotine? Ah non, c'est ça. 2, 3, 5 alors en live. Ouais, 2, 3, 5. Je crois qu'en live, je lui donne 2, 3, 5. Et par contre, là, en revoyant le combat, j'ai 48-47 Magomedov à la caméra. À la Donc, caméra. comme Ouais, quoi ouais. là, c'est vraiment parce qu'on en parle ultra souvent Ah ici oui, sur hein. Fight Mind, il faut vraiment se mettre à la place des juges sans vouloir leur enlever une quelconque Mm. responsabilité, mais ça change beaucoup. Ça change Oui, énormément ouais. d'avoir un seul angle, d'avoir l'ambiance, d'avoir les coachs à côté, d'avoir un seul angle. Ouais, Voilà, ça change énormément. Le bruit aussi, hein. Le son, Ouais. hein, le Ouais. bruit des impacts, c'est pas rien, hein. Entre un middle kick qui fait rien et puis qui claque, tu vois. Mais notamment sur les low kicks, je pense que les low Ah kicks ouais. de Magomedov faisaient aucun bruit et les low kicks de Mix faisaient du bruit. Et Mm. ça paraît bête, mais ça Ouais. change. Donc comme quoi, j'ai vraiment essayé de faire l'exercice de la manière la plus neutre que Mm. possible. Après, encore une fois, hein, je Mais dis c'est tout le temps, bien, quand t'es au c'est commentaire, t'as pas cet esprit, je juge en même temps. Hein. Donc Mm. il y a aussi une perte de qualité là-dessus. Mais donc, Mais c'est bien que, tu vois, sur d'avoir le point de vue proche de la cage, où tu as le son, où tu as le visage peut-être un petit peu plus, un peu moins de vision, et toi tu étais plus sur un 48-47 mix, tu vois. Et puis nous, même les journalistes, même le public, parce que le public il regarde les écrans, hein, il faut pas non plus se dire ils sont bord de cage. On a plus vu Magomedov. Ouais. Mais il n'empêche, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, que si tu vas jusqu'à la décision, c'est une décision de jugement, de point de vue, de 3 points de vue, bord de cage, et pas à 50 mètres de la cage, et pas avec des caméras qui suivent tout ce qui se passe. Et Regarde, même ici, on n'était pas d'accord sur aucun des... Enfin, tu vois, ok, on a quelques rounds où on est tous les deux d'accord, mais on est aussi tous les deux d'accord pour dire que chaque round est très serré. Ouais. Quand c'est comme ça, c'est jamais un scandale. Non. Comme ça, c'est jamais un scandale. Voilà. Mais effectivement, je pense quand même que, tu vois, en ayant une vision un peu plus omnisciente avec les caméras qui suivent partout, qui voient toutes les actions et où il y a les ralentis, eh bien, on pouvait voir Magomedov l'emporter tous les deux. Hein. Ouais. Là. Ah oui, clairement. Clairement. Mais donc, voilà, Magomedov doit se rappeler, comme tout pratiquant, que la seule personne qui décide qui gagne, c'est enfin la seule entité qui décide qui gagne le combat, c'est l'entité des 3 juges, et que ces 3 juges sont bord de cage en face, et donc tu dois faire le taf pour que au moins 2 juges sur 3 te voient prendre le round. Voilà, c'est ça. Ici, c'est moche à dire, mais je trouve que aucun des deux n'a réellement été chercher la victoire. Aucun des deux n'a cherché à être suffisamment convaincant que pour vraiment sortir du combat. Ouais. C'était un beau combat, ils sont bien préparés, ils ont bien combattu, mais on vient de parler du Zik Fury, il n'y avait pas visuellement, il n'y avait pas cette attitude de je vais aller le chercher, tu vois. Pour moi, celui qui avait le moins d'attitude, c'était Mix en plus. Hein. Ouais, Mix avait le moins d'attitude, c'est clair. Franchement, je trouve qu'il est passé à côté de son combat. Hein. Mais à la place de Magomedov, tu peux pas dire l'autre, il en montre encore moins que moi, tu vois. Il devait y avoir quelque chose. Surtout sur un combat comme ça, je trouve que dans les 30 dernières secondes de chaque round, il y aurait dû y avoir quelque chose de plus d'un côté comme de l'autre. Parce que dans ce combat, à 30 secondes de la fin de chacun des rounds, sans exception, tu devais te dire, OK, on est sur un truc serré, il faut que je produise quelque chose d'offensif. Et il n'y en a aucun des deux qui a vraiment été chercher la phase offensive. Magomedov, un peu plus quand même. Un peu plus. Mais c'est lui qui prend. Attends, fin du premier round, c'est lui qui prend, qui vole un peu le truc. Le deuxième. À 1 minute 20, pas, tu vois. Ouais, fin du round, tu vois. Ouais. C'est quand même 2 minutes 40 de passé.
Ouais. Peut-être pas dans les 30 dernières secondes, mais Mais il y a... encore une fois, il va chercher le clinch. Les deux gros moments qu'il a, il va chercher le clinch derrière et tu fais l'erreur une fois, d'accord. La deuxième fois que tu fais l'erreur, c'est pour Sur toi. le clinch. Ouais, Quand en gros, il y a eu la guillotine. Non. Donc le premier round et le troisième round, il connecte très bien Mix qui Ah oui, vacille un d'accord. peu et c'est Mm. lui qui va initier 2 fois le clinch derrière. Ah oui, oui. Moi, je t'avoue que je voulais pas en parler, mais il empêche que je trouve, peut-être qu'on va tomber dessus, mais je trouve quand même que le niveau du top Bellator 61 reste quand même assez loin du top 61 UFC, tu vois. Ouais, eh ben écoute, moi j'avais, Je- enfin, pour avoir vu ce que Patchy Mix avait justement démontré sur les 3 derniers combats qu'il avait fait avant celui-ci, j'étais en Ouais. mode, ok, le mec peut fait partie top 5 mondial. Et après cette performance-là, j'ai envie de revenir sur mes dires, tu vois. Parce que s'il avait fait contre Magomedov la première fois, contre Stott et contre Sergio Pettis, j'ai trouvé quand même le run très impressionnant. Je trouvais qu'il avait vraiment pas mal de bons trucs. Il a battu Horiguchi aussi plus tôt dans sa carrière. Enfin, voilà, Ouais, je le trouvais très bon. Maintenant, effectivement, tu peux aussi contre-argumenter en disant Sergio Pettis, Horiguchi, ancien flyweight. Oui, voilà, c'est ça Donc aussi que ça j'allais enlève dire, du quoi. truc aussi. Donc ouais, ici je vais me reculer un peu plus de ce que j'avais dit dans le podcast avec Aldric. Top 5, peut-être pas. Il a besoin d'être convaincant dans sa prochaine victoire pour revenir avec cet Ouais. argument de je suis top 5 mondial. Après, voilà, hein, peut-être que c'est aussi un combat où il est passé à côté, tu vois. Ouais, Mais- ça peut. Il a demandé Tatiana Suarez en mariage la veille. Je sais pas. Enfin, tu vois, ça paraît Ah bête, oui. mais c'est des petits trucs. Ah ouais. Peut-être qu'il était stressé. Enfin, j'en sais rien. T'as le voyage aussi, hein, c'est le décalage horaire, plein de choses. Ouais, Mais en tout cas, le combat était très très chouette à regarder. Oui. Mais voilà, à un moment, ma tête, elle a dit, mais attends, mais ces deux gars-là à l'UFC, dans le top 5, c'est compliqué, quoi. Je l'aimais pas favori. Là, après cette performance-là, ni l'un Ouais. ni l'autre n'est favori face au top 5. Voilà. Mais 7-8 peut-être, tu vois, parce qu'il commence à y avoir un petit gap comme ça entre 7 et 8. mais pour voilà. certaines erreurs, et c'est vrai que quand tu regardes dans le top 5 des 61, il y a... O'Malley, Valishvili, Cory Sandhagen, il les passe d'office pas, c'est indiscutable. Tu peux argumenter Nurmagomedov qui est plus bas dans le classement, mais qui mériterait d'être plus haut, il est meilleur que eux deux. Ouais. C'est quoi qui reste après Song Yadong, Peter Yan. C'est chaud quand même de passer. Il les passe Alors, pas, je Magomedov, pense. il a déjà passé Peterian, non? Après, ouais, c'est Il y a 1-1. longtemps. Mais bon, c'est il y a longtemps. Mais- Je crois que Peter Yan s'est plus amélioré. Et voilà, c'est quand tu arrives à Marlon Ouais, mais Vera. tu vois, Là, tu commences à te dire, ok, là c'est possible. Marlon Vera, Rob Font, José Aldo. Bon, j'ai pas le classement en tête, Ouais. mais voilà, là ça Oui, devient. oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Ok, bon, ben juste avant de parler de Doumé, comment je maintiens tout le monde en haleine ici. Toi, tu le connais bien. Je voulais quand même souligner la performance A+ de Azael Adjouj. Moi, j'ai adoré. Sur place, j'ai adoré. J'ai pas regardé en caméra, mais voilà, j'ai trouvé ça très propre, très SBG, très BG très aussi. SBG. Bah, quand même, hein, tu vois, C'est-à-dire dans la maîtrise, stratège. Sans prise de risque particulière, tu vois. Mais pourtant, bon, il y a le finish qui vient derrière, donc là, tu pourrais dire c'est pas si SBG que ça, mais non, j'ai trouvé l'approche calculée, mesurée, intelligente. Le contrôle au sol était très très propre, complet. Tu vois, SBG, moi je vois les combattants de là-bas assez complets, tu vois, capable debout, capable en lutte, capable de dominer un round en lutte et puis de venir dominer debout. Après, il l'avait dit, hein, Azael, il voulait le finish, et donc je pense qu'il est allé le chercher aussi, et c'est peut-être ça qui l'a sorti un peu de ce cadre SBG. Après, il n'a pas fait toute sa préparation au SBG, hein, si je comprends bien, il est aussi passé à l'US Metro et tout ça. Donc oui, voilà, mais pour moi, je vois. J'aime beaucoup SBG, hein, je fais mes prépas là-bas et tout. Moi, je trouve que là, il y a eu de la maturité dans le jeu, et je pense que c'est le passage US Metro, tu vois. Je l'ai trouvé très très bon sur ses contrôles à la cage, sur une sorte de grind et de lutte. SBG, c'est plutôt... Ils font beaucoup de travail à la cage, mais c'est pas ouf, tu vois. Ah, ok. J'avais une vision du SBG comme quoi justement le travail à la cage et le contrôle au sol était mis en priorité. Après, moi, je suis jamais allé sur place, donc je peux pas. Voilà, Ouais, c'est plutôt jiu-jitsu brésilien. c'est plus, quand même, ouais, tu vois, ouais. ils sont complets.
Ils sont très très bons partout. Mais là, j'ai trouvé sur ce combat-là, Hazel, ouais, dans ses positions, le double crochetage de la jambe, le 2-on-1, tu vois, tous ces éléments-là, quand il va prendre le body lock, comment il se place, très très bon, boxer en reculant. Bon, après voilà, il a un gros passif de boxe thaï, de karaté, de kickboxing, mais sa capacité à boxer en reculant était assez impressionnante. Ouais. Et ses déplacements, sa gestion, mais il a toujours montré que la gestion, il était vraiment bon là-dessus. Et je pense pas par contre je pense que ça c'est lui, tu vois, plutôt la gestion. Je pense pas que c'est une approche qui est bossée dans les clubs, mais je Ouais, pense que c'est son naturel, quoi. C'est son. ouais. Il a énormément d'expérience de combat, hein. Il fait de la compétition depuis qu'il est tout petit, tu vois. Donc Ouais, ça se ressent. Hein. Il était très lucide. Il avait un temps d'avance, en permanence oui, dans les phases de sol et debout. Il a déroulé dans le deuxième. C'était franchement voilà. très. On savait qu'il était très bon. Là, il est sur 8 victoires d'affilée, 8 victoires, une défaite en carrière pro. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, 25 ans, il y a du potentiel. Ah ouais, je pense, hein. Et oui, il y a beaucoup de potentiel, clairement. Clairement. Et je pense que Bruno Fontes, par contre, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, quoi. Ouais. Je pense qu'en plus, il brouille un petit peu les cartes à Zel parce qu'il a eu des victoires un peu à la décision. Et c'est vrai qu'effectivement, le SBG l'a vraiment armé sur le sol, sur la lutte. Pour moi, US Metro, ça a vraiment consolidé le truc. Je trouve qu'il y a vraiment des détails qui sont très importants, tu vois. Mhm. Mais Hazel, moi, je vais pas boxer avec lui. et je trouve Bruno Fontaine, je le voyais avancer. Je dis, mais mec, mais tu sais pas qui c'est en face. Arrête ce que tu vas faire. Mais tu vas. Ah, bon, ben voilà, il s'est fait mettre KO, mais c'est. Non, la précision, tout, il tape fort, hein, il tape fort. Donc non, ça amène du lourd. Le seul risque que je voyais, c'est qu'à un moment donné, tu as des combattants qui ont un gros background, tu vois, dans une discipline et qui commencent ils veulent combler un manque, le sol, la lutte, et ils y vont un petit peu trop, tu vois. Ouais. Et ils en oublient leur background, quoi. Ouais. Et on a plein d'exemples comme ça, tu vois. On a eu, comment il s'appelle, l'adversaire du grappling de Benoît Saint-Denis de ce week-end. Diakies, ouais. Diakies, tout le monde le présente comme un striker. C'est vrai que c'est un très bon striker, mais il a fait des combats où il luttait énormément. Il a vraiment énormément progressé en lutte, et on l'a vu d'ailleurs, hein, sur ce combat de grappling. Hein. Ouais. Lutte et grappling, il est très très efficace, quoi. Sauf que des fois, il faut revenir sur tes grandes forces en priorité. C'est clair. Et donc, moi, je suis content parce que je pense que il va avoir une confiance, il va revenir sur le striking parce que c'est ce qui paye aussi, hein, derrière. Hein. Pour te faire connaître, les KO, la boxe et tout. Non, c'est top. Vraiment, très, très hâte de voir la suite pour lui qui est brillante. Bon, moi, je fais juste un petit mot parce que je l'ai pas dit au commentary et je m'en suis voulu après parce qu'on posait la question du coup de cœur de la soirée. J'avais dit à Juge, Yves Landu et évidemment Doumbé, les trois gros moments, mais c'était un peu genre trop axé français. J'en avais oublié de souligner la performance de Colgan qui était exceptionnelle aussi. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais si tu n'as pas eu l'occasion, va voir Colgan contre Goutis. Colgan a aussi un nom à suivre. Je vais regarder parce que j'avais trouvé Colgan pas un peu petit pour sa KT et pas ouf, quoi, tu vois, genre mettre au sol, bloqué sur les combats qu'il avait proposés avant. Ouais, là c'était très stratège. Il a aussi un peu. Mais non, il était actif. Il n'a pas fait que bloquer au sol. Vraiment, bloqué dans chaque position. C'était plus actif que sa performance contre Peter Buist, par exemple. Ok. Donc voilà. Mais donc on voit une progression. Mais il est temps maintenant. Il est temps de parler de Doumbé. Alors. Moi, c'était pas mon coup de cœur. Ouais. Qu'as-tu pensé du combat de manière générale et est-ce que tu considères que c'est une belle performance de Doumbé? Non. Je vais dire que pour moi, je considère pas que c'est une belle performance. Je vais m'expliquer. Hein. Oui, bien sûr. Merci à tous. Bonne journée. Le gars qui coupe comme ça, là. Tu vois. Alors, dans les choses que j'ai bien aimé sur ce qu'il a proposé, dans sa défense de lutte, il nous avait proposé des très belles choses sur son combat contre Baïsangour. Là, il nous a reproposé encore une belle chose sur la défense de single leg.
qui montrent que ça bosse bien et que les coachs ont... Enfin voilà, il y a vraiment un gros taf. En gros, sur une attaque en single leg, tu peux avoir la tête à l'extérieur ou la tête à l'intérieur. Là, son adversaire a la tête à l'extérieur et il vient placer sa tête. Doumbé place la tête adverse à l'intérieur pour pouvoir sprawler. Ça, c'est une technique que moi j'utilise énormément, que j'enseigne et qui est très efficace parce qu'avec ton ventre, tu peux appuyer sur la tête, complètement casser la posture du lutteur, tu vois. Et cette manipulation de la tête m'a montré que effectivement, il n'y a pas eu juste 2-3 techniques qui ont été bossées pour Baïsangour. Il y a vraiment un gros système défensif qui annonce c'est de bel augure, tu vois, pour le futur. On a vraiment un gros taf qui est fait là-dessus et moi ça me plaît bien. Par contre, moi ce qui m'a entre guillemets déçu, entre guillemets, c'est que je l'ai trouvé trop à la recherche du chaos, trop à la recherche des attentes du public, tu vois. De vouloir gagner absolument par KO premier round, et j'ai trouvé qu'il prenait des risques un petit peu démesurés. Donc ça s'est bien passé, tu vois, c'est bien passé pour lui, etc. Mais ça m'inquiète pour l'avenir. À voir s'il le fait contre tout le monde, parce que j'ai cette impression aussi que sur sa carrière au Glory, il ajustait sa prise de risque sur base de sa confiance en lui de battre son adversaire. Et ici, je me demande s'il n'y a pas cette prise de risque parce qu'il se sentait ultra à l'aise face à Willis. Mais il a quand même. C'est ce qu'on peut espérer. Ouais, bien sûr, mais moi je trouve qu'il a quand même pris des coups en sortie de clinch. Pour moi, tu vois, les sorties de clinch sont les moments un petit peu les plus dangereux pour les strikers qui défendent la lutte, tu vois. Ouais. Donc tu viens de défendre la lutte, le gars décroche et t'es là, ok, c'est reparti. Et au moment où il décroche, c'est là où tu mets une patate, tu vois. C'est peut-être une déformation du kickboxing, ça. Quand t'as un clinch, hop, l'arbitre vient, il sépare physiquement. Et donc t'as un petit moment où tu sais qu'il peut pas y avoir une attaque et ça peut être un petit réflexe qui se crée, genre, maintenant on est en reset. Et puis oui, peut-être, mais c'est aussi le risque dans les types d'entraînement qui sont des fois un peu trop compartimentés. Tu fais de la lutte, tu fais du grappling, tu fais du kickboxing. Et au final, tu oublies que cette petite liaison, elle est extrêmement dangereuse, tu vois. Ouais. Et si à l'entraînement, tu travailles pas, donc par exemple, tu t'entraînes, dès que tu as défendu, ok, on recommence la position, tu vois, et qu'il n'y a pas cet instant où le gars revient sur toi sous pression, ou dès que ça décroche, il cherche à te frapper, c'est dangereux, tu vois. Ouais. Ça fait partie des éléments, voilà, où je me suis pensé, où j'ai pensé à ce moment-là, faire attention. Ouais. J'ai trouvé, voilà, moi c'est mon avis, j'ai peur qu'il devienne un peu prisonnier de son public, tu vois. On en a beaucoup parlé de son public, et suite à la prestation qu'il a fait contre Baki, ou moi personnellement sur le plan sportif, j'avais trouvé ça impressionnant, de voir autant de ses fans dire ouais, il nous avait promis le KO premier round, et là, de quoi vous parlez, quoi, il nous a promis. C'est fan. Non, mais enfin voilà, c'est ça le truc. Après, j'ai pas dit qu'il était prisonnier du public MMA, de son propre public, à son propre jeu. C'est ça. Eh ben justement, attends, je vais faire une petite parenthèse par rapport au public, parce que c'est clair que on était là en mode il a perdu toute sa hype, ce qui semblait vrai sur les réseaux. Sur les réseaux, on voyait quasi que des commentaires un peu anti-Doumbé plus que supportifs par rapport à lui. Sur place, public 100%. Pour Doumbé et 100% derrière Doumbé, et on va dire un public de qualité, de plus grande qualité que ce qu'on avait pu voir au PFL Paris contre Zebo. Il y avait pas, moi en tout cas, j'ai pas entendu d'insultes, j'ai pas entendu le public huer dans un combat. Enfin, c'était beaucoup. Enfin, j'ai bien aimé. Honnêtement, là, j'ai bien aimé. J'ai l'impression justement que suite à ce qui s'est passé contre Baki, il a perdu un peu toute cette fanbase toxique, ou en tout cas cette fanbase toxique ne paye plus pour venir le voir sur place. Et là, on est resté sur les fans de MMA qui ont, comme nous deux, apprécié ça. Voilà. Moi, c'est ce que j'espère pour la suite, c'est que il se retrouve pas prisonnier de cette fanbase toxique à vouloir absolument la contenter, tu vois. Ouais. Dire, regardez, et de prendre des risques un petit. Pour moi, il était largement au-dessus de son adversaire. Il l'aurait éteint dans le premier, dans le deuxième, tu vois. Ouais, mais j'espère en tout cas qu'il va se rendre compte qu'il a aussi une base de fans
qui s'y connaissent dans le sport. Bah oui, oui. Que le gros nombre qu'il a chopé, c'est voilà, grâce à sa communication un peu télé-réalité, mais qu'il a aussi une vraie, des gars qui le suivent depuis le Glory, ou même des gars comme toi et moi qui avons bien apprécié, qui l'avons apprécié dans sa défaite contre Baki. Alors on rappelle, hein, on a trouvé qu'il y avait de très bons indicateurs pour Baki et pour Doumbé dans leur affrontement l'un contre l'autre. Donc on n'est pas juste sur Doumbé là, et que voilà, ici il a des belles choses à faire avec une fanbase qui va le suivre dans sa carrière, peu importe s'il y a des obstacles ou non. Mais effectivement, cette prestation-ci, il y a des bonnes choses. Il y a vraiment des bonnes choses, je trouve. Son finish est magnifique, je trouve, la pression qu'il met. Mais effectivement, c'était un tout petit peu brouillon sur certains moments et ça peut se coûter cher face à quelqu'un d'opportuniste. Oui. Mais pour te donner un exemple, tu vois, si on repense à quelqu'un qui parlait beaucoup, qui prédisait un peu ses combats, la manière dont il allait gagner et qui avait on va dire entre guillemets hein, la hype similaire. On pense à McGregor, qui a un peu le même style aussi, qui est un mec qui vient pour le KO. Il annonçait toujours des KO premier round, mais je ne le trouvais pas à vouloir absolument mettre KO au premier round, tu vois. Une fois dans le combat, malgré la pression, on se rappelle contre Brandao en Irlande, enfin, t'as tous ses potes qui gagnent, ils passent, et t'es là, tu dis, tu pourrais vouloir chercher absolument à finir et à prendre un risque, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, je pense que McGregor, c'est vraiment ça. La confiance qu'il avait à pouvoir juste connecter à un moment et que ça allait tomber. 5 minutes, c'est long en fait, hein, quand t'es vraiment en contrôle dans le combat. Ouais, mais si tu le regardes, il prenait peu de risques en fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça. C'est parce qu'il avait confiance qu'il allait se créer l'opportunité sur les 5 premières minutes et qu'il devait pas absolument les chercher à tout prix. Il surengageait pas ses frappes. Ouais. On l'a eu à Boston. C'est au deuxième round qu'il a battu l'Allemand. Dennis Siever, ouais. Deuxième round. Ouais. Qu'il avait annoncé à tout le monde, premier round, blablabla, tu vois. Et voilà, il met KO. Le public va pas dire « Ah, tu nous avais dit premier round, t'as menti », tu vois. Non. Bien sûr que non. Et il revient pas dessus. Et ce premier round, il a pas surengager ses frappes. Il cherchait, il construisait déjà, il déplaçait dès que Dennis Siever cherchait une grosse patate, il désengageait, il bloquait les kicks, il restait, tu vois. Et la construction, ben voilà, à la fin, tu gardes que les 20 dernières secondes. Là, le finish, moi, je le trouvais, on va pas dire brouillon, mais je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu brouillonnes pour rentrer sur le timing, tu vois, du premier round. Ouais. Après, peut-être aussi le fait que Willis soit rentré comme une brute dans le combat, tu vois, ça peut. Mais bon, c'est ça aussi si tu veux être un énorme combattant, un parmi les meilleurs au monde, tu dois être capable de gérer un gars qui rentre de manière aussi agressive en restant concentré sur ce que toi tu veux faire et pas rentrer dans la bagarre face à lui, même si tu as confiance de l'éteindre dans la gamme. Et donc, je te rejoins. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'éléments positifs, notamment sur la lutte. Même lui en top control, j'ai trouvé que ça tombe un peu sur une situation pas improbable, mais non contrôlée, on va dire. Il vient directement chercher l'arrière de la tête pour pas qu'il puisse la mettre au sol. Enfin, tu vois, il y a des petits réflexes qui étaient, défensivement comme offensivement, j'ai trouvé que ça bosse, quoi. Ça bosse. Oui. Et voilà, Doumbé, son pied-point, on va pas revenir dessus. On sait qu'il est excellent, il va le finaliser debout. Mais justement, comme son pied-point est excellent, il a pas et qu'en plus, il tape comme une brute pour cette division, il n'a pas de raison de partir dans des situations chaotiques. Il aura plus de chances de gagner de manière contrôlée. Ok, donc maintenant, ça c'est sur ce combat-là. On va finir juste sur ce podcast sur une question. Pettis contre Doumbé, c'est supposé être ça qui va suivre ton ressenti général. On va pas faire d'analyse technique maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'avoue que c'est un bon choix marketing, moi je trouve. Pettis, c'est quand même un ancien champion UFC. Choix marketing pour quel marché? Parce que marché français. Tu vois, en communication, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Là, tu bats Pettis. T'as certains qui vont savoir, ouais, c'est pas le Pettis de ces grands jours, mais j'ai accroché à mon palmarès un ancien champion de l'UFC. Et tu le communiques là-dessus, et encore pour un public un peu novice, ah ouais, c'est vrai, il avait dit qu'il allait battre Ousmane et il a quand même déjà battu Pettis. Il est en phase de, tu vois, ça. Je pense qu'il y a une communication à faire dessus. Et puis voilà, Pettis, ça reste un gros nom. On fera une analyse technique là-dessus. Hein. Le Pettis en welterweight, on sait ce que ça donne. Hein. C'est pas le Pettis featherweight de son prime. Mais voilà, Pettis ça reste... en welterweight, c'est pas le KO contre Josh Thompson?
Non, contre Wonderboy. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, Steven Thompson plutôt. Ouais, mais Wonderboy. il se fait un peu, il se fait un peu, enfin, tu vois, il s'est malmené Il se dans fait ce combat. Non, Mais effectivement, comme quoi, mais encore une fois, tu vois, ça rentre dans cet argument, tu vois. Pettis a une victoire contre Wonderboy Thompson par KO à l'UFC en welterweight, donc gna gna gna. Donc voilà, je trouve que du point de vue marketing, d'un point de vue name value, c'est bien joué. Il sera favorable, il sera favori dans ce combat, je pense. Ouais, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Maintenant, du point de vue purement sportif, bon, il y a des challenges plus sportifs à prendre dans la division welterweight au Bellator, mais voilà, dans cette reconstruction de carrière, bah, c'est vraiment le meilleur choix à faire. Donc, oui, sur le choix, oui. Est-ce que moi je vais être super intéressé? Peut-être pas, mais c'est clair que c'est le bon choix, clairement. Ouais, voilà. C'est comme ça, c'est bien dit. Bah voilà, on a fait le tour. Peut-être un big up juste aux Belges à l'AEF. Hein, ouais, il y a eu l'AEF, on n'a pas encore eu l'occasion de regarder, mais apparemment les Belges ont fait un bon taf là-dessus, donc comme on est Belge, félicitations les gars. Et merci Brian, merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez suivi plus d'1 heure de podcast, abonnez-vous, il y a beaucoup de contenu qui arrive cette semaine. Ciao, ciao. Ciao.